Je me trouve sur le tarmac de l'aéroport. Je m'apprête à prendre un petit escalier qui m'amènera au siège 18F de l'avion dans lequel je vais passer 8 heures de mon existence. Ces 8 heures vont me permettre de quitter mon Europe natale pour traverser l'océan Atlantique, à des milliers de kilomètres au-dessus des petits poissons de l'océan. À la fin de ces 8 heures d'avion, je retrouverai mes amis Jean-Christophe, Christelle et Rémi, qui est toujours derrière les manettes de ce podcast, et nous passerons un temps pour enregistrer une nouvelle saison de podcast. Mais je me trouve sur le tarmac devant cet avion qui va polluer, je le sais, énormément la planète. Et là, je me prends une crise de culpabilité. Et puis, je me souviens que quelques jours avant, le président de la France, Emmanuel Macron, nous a enjoint à rentrer dans une ère de, je cite, sobriété énergétique. Ça veut dire que cet hiver, il va falloir mettre des pulls et porter des chaussettes et ne pas mettre beaucoup de chauffage. Et c'est dans cette idée sur l'énergie qu'il va falloir économiser et puis la pollution que l'avion va émettre que j'atterris, 8 heures plus tard donc, au Canada, où ils ont un système de valeurs mais complètement différent par rapport à l'écologie et où, à l'inverse de tout ce que j'ai appris depuis que je suis enfant, ils laissent toutes les lumières allumées, même s'ils sont pas dans la pièce, même s'ils sont même pas dans la maison, et ils laissent la porte du frigo ouverte pendant 15 minutes et le frigo, il est même pas en train de crier genre ferme-moi ma porte. Et là, je me dis attends, ça quoi? crée un petit courant d'air, c'est confortable quand même. J'aime sentir ma nourriture dans ma maison. Oh, wow! Donc, pendant que Léa est en train de culpabiliser sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle, Jean-Christophe laisse couler la douche d'eau chaude, juste pour créer un bruit de fond puis augmenter l'humidité confortable à la salle de bain. Pendant qu'il regarde Twitter sur les toilettes, pendant 20 minutes, toutes les lumières sont allumées chez lui, même celles dans la cave où personne ne va. Parce que quand même, c'est dommage pour les souris, les rideaux, de ne pas avoir de lumière. Je savais que tu y allais. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Ici Léa, accompagnée de ses complices en crime, Jean-Christophe et Christelle. Et aujourd'hui, nous parlons d'une thématique que nous ne maîtrisons pas, absolument pas, mais qui nous intéresse, comme la plupart des gens de la planète aujourd'hui, si j'en crois mon fil d'actualité, l'écologie. Et on vous demande d'écouter l'épisode jusqu'au bout parce qu'il a coûté 5 tonnes de carbone à produire. Abonnez-vous! En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Non mais en fait, cette histoire, elle m'est vraiment arrivée. C'est-à-dire que littéralement, à chaque fois que je vais prendre un avion, ce qui n'arrive pas très très souvent, mais quand même, je me dis, oh là là, l'empreinte écologique. C'est dur, ta vie, Léa. Merci. Chaque respiration, c'est comme si tu assassines la Terre un petit peu. Hein. Comment tu fais pour marcher avec ce poids-là sur tes épaules? Parce qu'à chaque respiration, je rejette du dioxyde de carbone et c'est mauvais pour l'environnement. Mais beaucoup de joie aussi, Léa. Tu mets beaucoup de joie dans l'environnement. Est-ce que ça vaut pas plus que le carbone que tu émets? mais c'est vrai que du coup, prendre un avion, c'est une chose, mais clairement, laisser les lumières quand ça m'arrive, par exemple, par inadvertance, ou tout d'un coup, je rentre chez moi et à la fin de la journée, je me rends compte que toute la journée, j'ai laissé une lampe allumée. Ça me fait mal au bide. En fait, c'est-à-dire que on n'est pas dans les confessions intimes. Je suis pas en train de faire mon mea culpa à la planète sur Sagesse et Morito. Même si, planète, si tu m'entends, je suis vraiment désolée. mais ce que je ressens de l'intérieur quand j'ai l'impression de prendre une mauvaise décision ou de faire une mauvaise action en termes d'écologie, c'est symptomatique de la manière dont on nous enseigne sur l'écologie. Et clairement, en France et au Canada, c'est différent. On dirait que vous avez été entraîné à être culpabilisé par rapport à l'environnement. Est-ce que toi, Christelle, c'est la culpabilité qui... est-ce que cette culpabilité-là, peut-être pas au même degré que Léa, mais est-ce que tu as été inculqué aussi? C'est un bon mot-clé, le mot culpabilité, parce que les différences, je les ai aussi constatées. Je trouve ça un peu... étonnant de rentrer dans une pièce qui était fermée depuis longtemps et de voir une lumière allumée, de voir des portes de frigo ouvertes ou de four pendant longtemps, parce que c'est vrai... C'est pas que moi. Ah non, et je pense que c'est un peu des réflexes conditionnés, parce que, en fait, littéralement, depuis l'enfance, à l'école même, on nous apprend des gestes économiques, il faut typiquement couper le robinet quand on se brosse les dents, juste mouiller sa brosse à dents, puis rouvrir le robinet quand on rince la brosse à dents.
Donc oui, j'observe la même chose. Maintenant, je ne sais pas si j'utiliserais le mot culpabilité, parce que pour moi, il y a quelque chose de très rationnel et même sage à pas utiliser des ressources dont tu n'as pas besoin. Ma logique, c'est un peu, il y a des gens qui travaillent pour fabriquer de l'électricité, pourquoi gaspiller, entre guillemets, de l'électricité que je ne vais pas l'utiliser et des gens ont travaillé pour, c'est pas nécessaire. Pourquoi faire couler de l'eau alors qu'il y a des gens qui travaillent pour faire couler l'eau, c'est des ressources qui sont utilisées. Autant la garder pour moi, autant la garder pour moi pour plus tard ou pour quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est plutôt ça ma logique. Un truc qui me frappe particulièrement en Amérique du Nord, et je dois te dire que quand même pendant ces jours au Canada, j'ai été assez troublé. Il y a un truc qu'on fait tous les jours, c'est aller aux toilettes. Et en Europe, aux toilettes, quand tu dois tirer la chasse, il y a 2 boutons. Le bouton pour la petite chasse et le bouton pour la grande chasse. Ici, j'ai jamais vu c'est vrai. 2 boutons. Il y en a quelques-uns Alors, j'imagine que ça existe. Ils nous donnent de l'argent pour changer la toilette. Chez nous, à la maison, j'ai les 2 boutons. Ah, c'est incroyable. Ouais. Ici, il faut donner de l'argent, alors que là-bas, c'est partout. En Europe, c'est la base. Je tiens à dire, là-dessus, vous m'avez empêché, quand on était chez nous au chalet, parce que j'avais de la visite. Normalement, on a un dicton en anglais qui dit « If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. » Flush it down, ouais. Mais là, quand tu as de la visite, tu veux pas laisser reposer ton bouillon de culture dans la salle, dans la toilette. Donc tu vas dire que c'est de notre faute si tu dépenses trop. Non, là, vous avez eu un impact supplémentaire sur ma consommation d'eau et des gens. Mais je pense que notre rapport aussi aux ressources, c'est quand même différent au Canada ou en Amérique du Nord. Après ça, il y a tout un débat sur comment est-ce qu'on fait pour compter ou qu'est-ce qui est juste en termes de consommation énergétique. Je ne sais pas pourquoi le consensus semble être comme la consommation énergétique par capita. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne, c'est quoi la consommation d'énergie ou les émissions de carbone moyennes par habitant pour un pays donné. Je trouve pas ça tout à fait juste parce que c'est beaucoup plus facile d'être économe en énergie quand tu habites à Singapour où 80% de ta population habite dans un appartement puis peut se déplacer en métro ou à pied que quand tu habites dans un pays comme le Canada qui est littéralement grand comme l'Europe et qui a la moitié de la population de la France. Chez nous, je pense que c'est 96 ou 98% de l'énergie est produite par hydroélectricité. Donc, c'est une ressource renouvelable. Même souvent, cette électricité-là est construite. Il y a des barrages et donc il y a des réservoirs d'eau qui sont derrière ces barrages-là. Et quand les réservoirs sont trop pleins, on laisse l'eau couler à côté du barrage. Donc, les réservoirs sont pleins. Il y a abondance énergétique. L'eau ici, on a, je pense, la majorité des réserves mondiales d'eau douce. Donc, à quelque part, pour moi, ouvrir ou éteindre... Je suis d'accord avec toi. Pourquoi gaspiller de l'eau ou de l'énergie? Mais en même temps, qu'est-ce qu'on entend par gaspiller? C'est comme ne pas manger la moitié de son assiette ou laisser quelques petites miettes dedans. Et j'ai l'impression que le rapport aux ressources n'est pas du tout la même au Canada qu'en Europe. Mais forcément, ça a des impacts sur finalement notre rapport à la vertu, parce que ce que tu disais, Christelle, c'est que quand on entend le président Macron parler de sobriété énergétique, et puis quand l'ensemble de la politique européenne finalement va dans cette direction, sobriété, c'est pas un terme écologique, c'est un terme de morale en fait. Oui. Et donc c'est parler d'écologie, parler de ressources de la planète, et puis de notre consommation d'électricité, d'eau, etc., pour nous amener vers une responsabilisation de l'individu et des collectivités vers le fait d'avoir plus de morale. Oui, exactement. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, que au travers de la question écologique, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en discuter dans Sagesse et Morito. On n'est pas des experts en géostratégie de l'énergie ou des choses de ce genre, mais ça touche en fait à des questions de conception du monde, de sens, de morale. On se rend compte en fait que la question écologique est éminemment une question qui touche à la morale et à notre conception du monde. C'est-à-dire que l'écologie implique en fait des instructions, voire des injonctions sur le style de vie qu'on devrait avoir. Ouais. Et ces instructions / injonctions, parfois, elles reposent sur des principes moraux, des principes métaphysiques, des principes philosophiques, voire des principes théologiques. Et je pense que c'est intéressant de s'arrêter un peu pour questionner ces principes. Parce que si on se rend compte que, par exemple, la sobriété énergétique est une nécessité, il faut aussi se rendre compte que ça
occasionne, comme tu l'as dit, toi sur le tarmac avant de prendre ton avion pour venir au Canada, ça crée un sentiment de culpabilité. Mais qu'est-ce que tu fais de cette culpabilité? Est-ce que tu la portes? Je veux dire, pour des milliers de personnes, des millions de personnes de nos jours, y compris, je suis sûr, plein de personnes qui nous écoutent, c'est pas juste je me sens coupable quand même d'avoir pris l'avion, puis j'atterris, mais je suis quand même content de l'autre côté de découvrir un nouveau pays, de rencontrer mes amis. Donc cette culpabilité, je vais pas la porter. Ben il y a des gens, eux, ils la portent vraiment. Tu vois, ça crée des syndromes d'anxiété. Puis il y a des gens qui la portent pas du tout. De l'autre côté, il y a des gens qui ne portent pas du tout. Mais je me rends compte qu'il y a aussi des gens qui portent ce syndrome d'anxiété. Hein. Ouais. En fait, c'était ici, on a eu cette conversation avec quelqu'un qu'on avait interrogé dans les rues et qui d'ailleurs venait d'Europe lui-même. Et je lui ai dit, il est aux études et il étudie la gestion de l'environnement, donc il est très porté sur ces questions-là. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu constates autour de toi ce phénomène d'éco-anxiété, parce qu'on dit que c'est quelque chose qui se manifeste plus chez les plus jeunes générations, donc les gens qui ont, on va dire, moins de 25 ans, quoi, Ouais. et qui en fait sont nés avec... Le discours sur le changement climatique, Ouais. attention, on va détruire On notre va vers planète. la catastrophe. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu un changement de discours? Moi, quand j'étais... je sais pas, je terminais l'école, c'était l'époque où il y avait Al Gore, Une vérité qui dérange, etc. Et c'est là qu'on a commencé à prendre conscience. J'ai aucune idée de ce que c'est. Tous les experts sont d'accord pour dire que nous sommes responsables du réchauffement. C'était un documentaire qu'un politicien américain avait créé sur base d'une conférence qu'il avait l'habitude de donner, où il expliquait, en fait, c'était une vulgarisation des données de la science climatique qui expliquait ce que maintenant tout le monde sait, c'est-à-dire que il y a cette vision de la planète qui se réchauffe et que ce réchauffement a été de plus en plus vite et que l'être humain, par ses activités industrielles en particulier, a un gros impact sur ce réchauffement et que si ce réchauffement continue, on file vers une catastrophe. C'est un peu, on se rend pas compte, c'est un peu la grenouille dans le bouillon, tu sais, hein. Tu montes de 1 degré petit à petit, tu te rends pas compte jusqu'au temps où l'eau est en train de bouillir et c'est trop tard pour toi. Pensez aux conséquences d'un exode de 200 000 réfugiés et imaginez qu'ils soient 100 millions. Cette idée catastrophisante de notre futur écologique, il y a une autre génération. Moi, j'étais ado, j'étais à l'école encore quand c'est sorti. C'était le trou dans la couche d'ozone quand on était jeune. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est ça, les pluies acides, le trou dans la couche d'ozone. Mais là, il y a quand même un discours total qui s'est mis en place. C'est ton existence, en fait. Et l'existence de la planète, c'est-à-dire même les petits animaux qui n'ont rien fait pour mériter ça, qui vont être détruits. Et en fait, toi, tu portes la responsabilité de tout ça, alors même que ça a commencé 200 ans avant que tu sois né, et que fondamentalement, toi, personnellement, tu peux rien changer. Mais tu as un poids immense de culpabilité sur les épaules. Mais là, Christelle, tu parles de quelque chose de très important, parce que tu as dit le mot éco-anxiété, et tu en parles comme d'un mal générationnel, que c'est toute une génération aujourd'hui qui est de plus en plus encline à ressentir ça. Tout à l'heure, JC, ta question, c'était un petit peu envers nous autres Européens. Est-ce que c'est pas un petit peu le discours dominant que vous soyez culpabilisés dès la plus tendre enfance si jamais vous avez oublié une lumière dans la pièce Et en fait, je pense qu'il y a peut-être effectivement un système de valeurs différent quant à l'écologie selon l'Europe ou le Canada, parce que ça s'explique par l'histoire, etc. On met l'accent sur des choses différentes, mais il y a aussi quelque chose de générationnel dans le discours écologique, parce que je pense à Greta Thunberg qui fait son discours avec des larmes dans la voix et dans les yeux, et qui dit « How dare you ?» Greta Thunberg, peu importe ce qu'on en pense, et on ne va pas en faire une exégèse de son discours là maintenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que elle a marqué toute une génération. Elle a été l'icône de cette prise de pouvoir par la jeunesse face à un sentiment selon lequel les autorités font pas assez, et face à des discours collapsologues assez importants dans la société. Elle a été l'icône d'une génération, et elle l'est encore pour bon nombre de militants. Et donc forcément, la manière dont on pense l'écologie, c'est parce que les icônes qui portent le discours ont un discours presque religieux de
vous avez péché, il faut vous repentir et il faut que ça change maintenant. Et c'est ça qui doit nous aider à réaliser que la problématique de l'écologie, pas juste le discours écologiste, etc., en fait, elle suscite des réalités qui ne sont pas simplement scientifiques, mais qui sont aussi existentielles, qui sont symboliques, parce que parler de responsabilité, de culpabilité, de sobriété, d'existence, de futur, d'avenir, etc., ça touche quand même à des réalités qui sont nettement plus profondes que simplement comment est-ce qu'on décide une stratégie politique particulière. Et c'est ça qu'il faut interroger, parce que c'est pas juste un loisir, je pense, et je pense que les plus jeunes qui nous écoutent seront d'accord que c'est pas juste un loisir de penser à la question écologique, mais moi je dirais que c'est pas juste un loisir parce que ça affecte aussi la conscience de soi et même la santé mentale en fait d'une génération entière. Je pensais jamais rentrer dans des soirées sélectes. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette. Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar, qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi. Pourquoi je pense à ça? C'est pas le moment. C'est marrant parce que tu parles d'existence, de vie, de futur, de catégories en fait qui sont pas des catégories écologistes, qui sont des catégories spirituelles, des catégories philosophiques. Et en fait, c'est peut-être ça qui est intéressant dans la manière dont on voit le discours écologiste être très présent sur les réseaux sociaux, dans les conversations aujourd'hui, c'est que ça appelle à une prise de conscience générale qui est de l'ordre de la morale et qui est de l'ordre du positionnement spirituel. Parce que l'avenir, les questions eschatologiques de la fin des temps, ce qu'on construit maintenant pour le futur, c'est clairement quelque chose de spirituel. Oui, et c'est la conversation que j'avais avec ce très chouette gars qu'on a croisé là à Montréal, donc qui est étudiant en gestion de l'environnement. Elle m'a vraiment aidé à me rendre compte qu'il y a un niveau de discours en fait qui, je sais pas, il n'existe pas ou peut-être pas assez. On n'ose pas suffisamment développer un langage qui est le langage de la symbolique, le langage de la théologie même, de la philosophie, pour aborder les problématiques d'écologie, mais d'un point de vue existentiel. Alors bien sûr, il y a la science du climat, il y a l'écologie comme science, qui sont extrêmement nécessaires pour aborder ces problématiques, mais il y a tout un pan de la réalité. On n'est pas juste des cerveaux qui flottent dans le monde, on est des êtres entiers. Au contraire, tu ne trouves pas que le point au début, la culpabilité, c'est une catégorie théologique puis existentielle. Et Absolument. il me semble que chez vous, c'est le cœur du discours. C'est pas un discours qui est technique. Oui, mais moi, je me permettrais de prendre un enfant de 12 ans, tu sais, comme Greta Thunberg, c'est un bel exemple, de dire « Ah oui, c'est le symbole d'une génération, elle représente la jeunesse qui critique les autorités, mais... » Quand les autorités t'invitent pour prendre parole dans leur grande conférence, à quelque part, c'est les autorités aussi ça fait leur affaire, le discours que tu prononces. Donc, il y a presque même un réflexe de dire on va faire une repentance collective en tant que société, puis on a trouvé un prophète qui va nous rabrouer et qui va représenter la jeunesse. Je veux dire, Greta Thunberg, c'est un symbole d'après moi, c'est beaucoup plus un symbole pour la classe dirigeante de leur responsabilité envers la jeunesse qui vient qu'une experte adolescente sur les questions environnementales. Elle ne connaît rien aux questions environnementales. OK, mais alors, peut-être qu'il y a une instrumentalisation du discours de Greta Thunberg. Bien sûr, mais là, c'était pas le sujet. Et je pense que... Enfin, c'est-à-dire, ce n'était pas que le sujet. Non, mais oui, moi, mon propos, c'est pas de critiquer Greta Thunberg. Mon propos, c'est plutôt de dire cette approche-là me semble déjà très théologique. Ça reprend déjà des catégories très théologiques. En Amérique, la question environnementale est beaucoup plus vue comme un problème technique qu'un problème moral. Et je pense que tu te trompes. Climate protesters taking their activism to the street this week. I am here to speak for all generations to come. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world. Let's go! Hey, hey! Oh, oh. This is what democracy looks like.
You're not going to need your education if we're not going to have a world. A group of us, about a dozen young people, came together from across the climate justice movement. I worry about our future. The Dakota Access Pipeline is an issue that affects this entire nation. Raised Catholic on a small farm in Iowa, Resnicek told ABC affiliate WOI that she felt a spiritual calling to fight the pipeline and to do it with more than just banners and bullhorn. Non, j'insiste, je crois que, oui, OK, il y a de la culpabilité, là, c'est une grosse généralisation, mais je veux dire, je crois qu'en Amérique, on voit plus ces questions-là comme un problème technique qu'un problème moral. On dirait en Europe, l'heure est à l'heure de la sobriété, puis à la réduction de la consommation énergétique, puis je veux dire, vous avez un vieux continent plein, il y a 2-3 fois plus de monde en Europe qu'en Amérique, il y a des ressources limitées. Ici, on est 30 millions sur une superficie équivalente au continent européen. Il y a plein de problèmes environnementaux qui ont été réglés de manière technique. Moi, quand j'étais jeune, c'était la couche d'ozone. La couche d'ozone. On parlait de la couche d'ozone, puis il y a eu le protocole de Montréal qui a rendu illégaux les CFC, puis maintenant, c'est un problème dont on parle plus. Et pour moi, il y a comme une méconnaissance de la nature humaine puis du mécanisme de la culpabilité. Le problème avec la culpabilité, là, c'est comme n'importe quoi. C'est comme l'alcool, c'est comme la caféine. C'est comme on développe une tolérance à la culpabilité. Tu vois, toi, tu t'es senti coupable, mais t'es quand même venu ici. Je veux dire... Et donc... À quoi ça sert vraiment la culpabilité? À quoi ça sert de créer une génération anxieuse par rapport à l'avenir, alors qu'on a besoin d'une génération qui est mobilisée pour répondre aux défis de l'avenir? Et je trouve qu'on pourrait faire exactement cet argument-là dans une discussion parallèle avec la religion. Quand on a ces images de je sais pas moi, prêtres ou responsables religieux, noirs, sombres, avec des discours éminemment culpabilisateurs, si vous faites ceci, vous allez aller en enfer, etc., etc. C'est le discours environnemental aujourd'hui, à quelque part. Et ce qu'on ressent en face, généralement, c'est plus du dégoût, de l'anxiété aussi, ou alors de la colère. Et ça ne nous donne pas nécessairement les clés pour tout s'autoflageller parce qu'on sait que, oh là là, terrible, pauvre pécheur, tout ce qu'on fait, c'est mal. En fait, ça ne nous amène pas vers un but. Là où, ce que tu disais tout à l'heure, Christelle, c'était, je trouve, vachement constructif comme discours écologiste et responsabilisant. Tu disais, moi, quand je regarde la production d'eau, quand je regarde mon robinet, je sais que j'ai envie de le fermer parce que tout de suite, je pense, il y a des personnes qui travaillent pour qu'on ait de l'eau et j'ai envie de respecter ces personnes. Et il y a une ressource qui est l'eau et j'ai envie de la préserver. Et je trouve que c'est aussi un discours religieux, presque responsabilisant. C'est de donner aux gens les clés en disant, il y a telle valeur morale, la personne qui travaille, on a envie de l'honorer parce qu'elle est digne. Il y a la ressource, on a envie de la préserver parce qu'elle est utile et qu'elle permettra à un grand nombre de personnes qui sont dignes d'en bénéficier. Et ce discours-là, mis en parallèle avec le prêtre tout en noir, avec des gros cernes, et puis une voix tremblotante, et puis un message. Ben justement, je joue sur ces caricatures parce que je sais qu'elles évoquent des idées très claires, et puis je sais qu'en m'entendant faire cette caricature d'un prêtre culpabilisateur, j'essaie, il se dit, ouais, ça, c'est Greta Thunberg. C'est l'archétype du discours moralisateur et culpabilisateur. Et moi, je me dis, ça me donne envie de fermer les robinets et d'éteindre les lumières quand j'entends un Christelle avec un discours pragmatique et empouvoirant, on dirait en bon français qui a essayé de traduire l'anglais. Responsabilisant. Oui, tu me jettes beaucoup trop de fleurs, mais je pense que tu lèves le coin du voile sur en fait, quelque chose qu'on a tous les trois essayé de dire, c'est-à-dire qu'il y a une vraie dimension, osons le mot, religieuse, en fait, dans la problématique écologique de nos jours. Et il y a véritablement un problème, et je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus, avec la culpabilisation. La culpabilisation, je ne pense pas que ce soit une voie de sortie. Maintenant, je ne pense pas non plus que la culpabilité soit un sentiment illégitime. Non. La culpabilité te dit tu as une responsabilité qui est liée à un mal qui existe quelque part. Et je pense que c'est utile, en fait, de réaliser, j'ai une responsabilité vis-à-vis d'un mal qui se passe quelque part. Le gros problème, c'est quand on dit que
la façon dont on décrit le monde t'amène à conclure que tu n'as pas de moyen de faire quoi que ce soit. De faire quoi que ce soit, en fait, de te soulager de cette culpabilité. Le mot responsabilité, le mot latin veut dire porter une chose. Si je suis responsable, c'est que j'ai une charge qui à moi et que je porte. Et je crois très fort en ce principe, en cette idée en fait qui vient de la sagesse biblique, qui est que ce que l'on porte, les épreuves que l'on a, ne dépassent jamais notre capacité. Dieu ne nous envoie jamais des preuves qui sont au-delà de ce qu'on est capable d'affronter. Parce que si on croit au Dieu de la Bible, on croit aussi en un Dieu qui ne veut pas qu'on soit écrasé sous le poids de la responsabilité, qu'on soit écrasé sous le poids de la culpabilité. Et c'est pour ça que cette relation avec Dieu et puis le chemin spirituel qui est celui de la foi chrétienne implique le fait de reconnaître la responsabilité, de reconnaître la culpabilité, mais aussi d'en être délivré. Et moi, je me dis, et c'était ça la discussion que j'avais avec notre ami étudiant, je me dis, mais où est-ce que tu vois une option d'aller vers l'action, mais une action qui est apaisée? Tu vois, j'aime pas le sentiment de me dire je dois éteindre la lumière parce que je fais du mal à la planète. Même si c'est vrai, peut-être techniquement, oui, d'accord, et c'est bien d'éviter de faire ça, mais je veux pas le faire parce que je veux prendre sur mes épaules le poids de l'avenir. Enfin, c'est absurde. Et c'est ça qui crée de l'éco-anxiété. C'est ça qui crée l'éco-anxiété. C'est de se dire, je porte sur mes épaules à moi, jeune génération qui prépare la génération future, le poids des problèmes écologiques, effectivement. C'est beaucoup trop gros, en fait, pour être porté sur une seule paire d'épaules. Et c'est là où je rejoins ce que Jean-Christophe disait, c'est-à-dire quand on entend des discours culpabilisants, on a quand même en droit de se demander si c'est vraiment fonctionnel, parce que tu sais, à un moment, tu dis, il y en a marre, moi, j'écoute plus. Et donc, ça fait l'effet inverse de ce qu'on voudrait faire au départ. Regarde, par exemple, on parlait de Macron au début, qui parle de, l'hiver qui s'en vient puis qui va être difficile. Mais dans le contexte, le contexte immédiat, c'est celui de la guerre en Ukraine. Et pour moi, c'est beaucoup plus motivant de dire, écoutez, on a un allié, pour des raisons diplomatiques, on ne peut pas entrer en guerre contre la Russie, sinon on n'aura plus de problème de réchauffement climatique. On n'aurait plus de problème parce qu'on ne serait plus là. On va avoir une guerre nucléaire et un hiver nucléaire. Mais toujours est-il, on a un allié et avec lequel, pour le soutenir, il faut accepter des sacrifices. Et pour moi, là, on fait appel à l'honneur, on fait appel à l'engagement, puis on fait appel au sacrifice. Mais un sacrifice qui a des résultats immédiats. Et c'est un sacrifice qui est utile, qui est sain. On ne fait pas appel à la culpabilité. On ne dit pas, méchants Européens, vous laissez chaque fois que vous laissez la lumière allumée, il y a un Ukrainien qui meurt sur un champ de glace. Quelle horreur. Non, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ce discours-là? Parce que c'est beaucoup plus humanisant d'utiliser le discours qui est vrai, un appel à la solidarité, un appel à la charité, un appel à l'amour de l'autre, un appel c'est ça, à l'humanisme qui est en nous, à la charité chrétienne qui est en nous. La question de la culpabilité, à long terme, je pense que ça ne fonctionnera pas. Les gens sont très capables d'assumer leur culpabilité. Et de toute façon, comme la question environnementale, que l'Europe disparaisse demain, si l'Amérique, puis la Chine, puis l'Inde continuent d'augmenter leurs émissions, ça ne changera absolument rien. À quelque part, il faut faire voir aux gens quelque chose de mieux, de plus beau, de plus merveilleux. Moi, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'amener des gens à fréquenter des parcs nationaux, à voir la nature, à constater le bel équilibre fragile de qu'est-ce qui est devant nous pour se dire, OK, attends, je veux préserver ça parce que c'est beau, parce que c'est bon, parce que c'est juste. Moi, c'est ce que je voudrais proposer à nous trois, si on pouvait un petit peu se donner le défi, plutôt que de s'énerver comme c'est si bien le fait Jean-Christophe, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'empêcher, parce que j'ai l'impression qu'on entend un seul discours des fois à la télé. C'est comme, il n'y a pas de nuance. Exactement. Mais plutôt que de s'user, en fait, à se focaliser sur ce qu'il y a de désespérant, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de se tourner vers quelque chose d'inspirant comme Christelle, par exemple. Merci.
Trop de fleurs, décidément. On est dans le thème écologique. On ne voit plus, il y a beaucoup trop de fleurs. Ouais, c'est ça. Mais qu'on prenne le temps de regarder. Moi, je pense en fait que dans la sagesse biblique, il y a énormément d'inspiration et de motivation. Je pense que peu de gens le réalisent, mais énormément d'inspiration pour notre rapport au monde créé, à notre environnement, et aussi qui peuvent inspirer notre action pratique, en même temps que nous donner un sens de notre place dans le monde, en fait. Et c'est tellement plus satisfaisant que de tous les jours se demander combien de fois on a éteint la lumière. Ouais. J'avais envie de rajouter quelque chose, mais je me dis que c'était peut-être joli comme conclusion. Donc, allez, on arrête. On est à la lumière. It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. 3 manières pour soutenir le podcast. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et mettez un pouce bleu là, en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.